Dans cette vidéo, nous allons voir les fausses croyances qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va se replonger un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel j'étais fin 2013 avant de signer mon premier acte authentique qui allait me rendre propriétaire de mon tout premier investissement immobilier. Moi, je m'intéresse à l'immobilier depuis 2009, j'ai mis 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 avant de passer à l'action. Pendant toutes ces années, pendant ce delta entre 2013 et 2009, j'ai pu acquérir des compétences en fréquentant les bonnes personnes. Mais avant 2009, j'étais pétri de certitudes qui sont possiblement les mêmes que celles qui vous pétrissent en ce moment même et que je vais voir avec vous. Je vais essayer de détricoter ces mythes qui vous empêchent et qui vous bloquent pour avancer. La première chose qui, moi, me faisait très peur, c'était ce que mes parents me disaient. Ils me disaient « Rodolphe, tes locataires ne vont pas te payer ». Alors mes parents, ils ont dit ça parce qu'ils ont eu un énorme écueil. Ils ont eu sur un appartement qu'ils avaient acheté il y a presque 30 ans maintenant, un locataire qui n'a pas payé son loyer pendant plusieurs années. Et lorsque ce locataire est parti, il a laissé un champ de ruines dans l'appartement parce qu'il y avait eu des dizaines de milliers de francs à l'époque de travaux de rénovation pour que cet appartement puisse être relouable en l'état. Ils avaient été tellement dégoûtés qu'ils avaient envisagé de le revendre malgré le crédit qui continuait à courir. Heureusement, ils ne l'ont pas vendu. C'est un appartement qui aujourd'hui a pris beaucoup de valeur. Il a pu être reloué à un prix supérieur puisqu'on était dans une zone, on était en périphérie de Paris, donc c'est un appartement qui a pris de la valeur. Et aujourd'hui, il est parfaitement loué. Il est loué avec une garantie de loyer impayé. Il est loué avec des locataires qui sont solvables. Bref, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents ont accumulé toutes les erreurs qui ont fait que l'appartement a eu des problèmes. D'accord ? Lorsqu'ils ont mis cette personne là-dedans, ils ont peut-être voulu faire un peu de social en mettant une personne qui n'aurait jamais eu les moyens, quoi qu'il arrive, de payer son loyer. C'est une personne qui touchait la CAF à plus de 80%. Sauf que cette personne-là, lorsque ses enfants sont devenus grands, eh bien, la CAF, elle est partie. Donc, quand vous avez une personne, vous lui demandez 800 € de loyer, par exemple, et que sur les 800 € de loyer, il y a 700 € qui est donné par la CAF, le jour où la CAF ne donne plus rien, cette personne-là continue de croire qu'elle doit encore mettre 100 €, de mettre ce qu'on appelle le résiduel. Non, c'est pas ça. Donc, faites attention, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'investisseurs qui misent beaucoup sur la CAF. Attention, la CAF, ce n'est pas éternel et très souvent, les locataires qui touchent la CAF, il faut les prévenir qu'un jour, elle va s'arrêter et il faut vraiment vérifier qu'ils auront la possibilité de payer plein pot leur loyer une fois que la CAF sera partie. Donc, faites vraiment super attention. Moi, par exemple, aujourd'hui, la CAF représente moins de 5% de mes revenus parce que vous savez que la CAF, elle est directement, donc c'est la caisse d'allocation familiale qui aide les locataires dans le paiement de leur loyer. Elle est versée directement au bailleur. Donc voilà, c'est vraiment un modèle sur lequel je ne compte pas, ou en tout cas, si je le prends, c'est parce que je vais acheter un immeuble dans lequel il y a un des locataires qui va bénéficier de la CAF. Et encore, je vais vérifier que la CAF ne représente pas plus de la moitié parce que lorsque la CAF va s'arrêter, le locataire va vraiment être en difficulté. Donc ça, c'était juste pour l'introduction. La fausse croyance du fait que les locataires ne payent pas le loyer, c'est complètement faux. En 2019, d'accord, 0,5% des locataires en France ont posé problème à un moment donné dans l'année dans le paiement du loyer. 0,5%, c'est rien du tout. En France, en gros, on est à 45% de locataires, c'est-à-dire que sur quasiment 70 millions de personnes en France, on est à 35 millions de locataires. Sur les 35 millions, il y en a 0,5% qui ont posé problème dans le paiement de leur loyer. Quand je dis poser problème, ça veut dire soit ils n'ont pas payé, soit ils ont payé avec du retard. Mais lorsqu'ils ont payé avec du retard, comme moi ça m'est arrivé parce que j'ai un locataire qui pendant 2 mois est parti à l'étranger en vacances et il m'a payé les 2 mois qu'il me devait à son retour de vacances. Il me l'avait demandé, j'avais accepté, il m'avait prévenu. Ça peut être considéré comme un retard de paiement. Moi, j'ai rien déclaré du tout parce que j'avais une confiance énorme en ce locataire qui était là depuis plus de 10 ans. C'est une personne qui a jamais eu de problème, donc je peux pas faire rentrer cette personne-là dans la catégorie des locataires à problème, même si d'autres bailleurs beaucoup moins scrupuleux que moi, eh bien, l'auraient fait sans aucun problème. Et sur ces 0,5% là, il y en a 10% qui ont vraiment posé problème, qui ont poussé le bailleur à mener des actions en justice parce que le locataire n'était plus du tout en capacité de payer son loyer. Alors attention, le locataire qui ne paye pas son loyer, il ne le fait jamais de gaieté de cœur. Si vraiment
il ne paye plus son loyer, c'est soit qu'il est vraiment de mauvaise foi, ça c'est vraiment une toute petite partie d'entre eux, soit que vraiment il est en incapacité financière et dans ce cas-là, il faut qu'il aille se loger dans un appartement qui exigera un loyer moins cher, tout simplement. Donc ne soyez pas terrorisés parce que le locataire qui ne paye pas, c'est vraiment une partie infime. Il y a ce dicton que j'aime beaucoup, c'est que un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est exactement pareil. Lorsque vous avez un locataire qui ne paye pas, eh bien, il va faire beaucoup plus de bruit que les 3000, 5000 autres locataires qui, eux, payent parfaitement leur loyer dans le silence, qui sont parfaitement respectueux, qui vont quitter le logement en rendant le logement dans le même état que dans lequel ils l'ont trouvé lorsqu'ils sont rentrés dans le logement. Donc non, c'est une fausse croyance de penser que les locataires ne payent pas. Et en plus, si vous avez cette peur, vous avez toujours les garanties de loyer impayées payantes, les garanties de loyer impayées gratuites. Je ferai une autre vidéo là-dessus sur le sujet. J'en ai déjà fait sur la vidéo, mais aujourd'hui, il y a certaines petites choses qui ont changé en bien. Et je vais donc refaire une vidéo sur le sujet pour me remettre à jour par rapport à ça. Mais voilà, ne faites pas d'erreur. Et en général, le bailleur qui a des locataires à problème n'est pas forcément un très bon bailleur. Et ça, quoi qu'il arrive. Un jour, cette banquière m'a dit « Rodolphe, vous savez, on a les locataires que l'on mérite. » Elle m'a dit que les seuls clients qu'elle avait, elle, dans la banque, qui avaient des problèmes avec des locataires qui ne payaient pas, donc des personnes à qui elle avait financé un investissement locatif, eh bien, ce sont des bailleurs qui louaient des logements pourris. Donc, si vous louez un logement pourri, vous allez avoir des locataires pourris. Faut pas aller chercher plus loin que ça. Ensuite, la deuxième certitude, je dis ça parce que j'ai mes petits anti-sièges qui sont juste en bas à droite. La deuxième certitude qui me pétrissait de peur avant, c'était, on me disait, Rodolphe, il faut avoir de l'argent pour emprunter. Et avoir de l'argent pour emprunter, c'est une hérésie parce que si on a de l'argent, on n'a pas besoin d'emprunter. Donc, le crédit est là pour justement prêter de l'argent à ceux qui n'ont pas d'argent. Donc, penser qu'il faut être riche pour emprunter, c'est vraiment ne rien comprendre aux mécanismes bancaires et financiers. Moi, lorsque j'ai commencé à emprunter, mon tout premier investissement, c'était un immeuble de rapport que j'ai payé 260 000 €, d'accord? Et j'ai fait un financement sur 25 ans. C'est un crédit qui me coûtait, je dis ça parce que j'ai déjà fini de le rembourser, 1 105 € par an pendant 25 ans. C'est ça que ça me prenait. Alors qu'à l'époque, je gagnais avec mon CDI 1 680 € net par mois et j'avais sur un compte épargne 6 000 € que j'avais eu suite à un héritage dans ma famille, un arrière-grand-père qui était décédé très âgé et il avait donné à tous ses arrière-petits-enfants 6 000 €. Donc j'avais 6 000 € de capital sur un compte épargne et j'avais mon revenu net qui me payait mon loyer, qui me payait ma voiture, mon crédit auto, bref, différentes dépenses. Et à l'époque, j'arrivais à générer 150 à 200 € d'épargne tous les mois. Je mettais de côté sur mes revenus 150 à 200 € de manière très régulière. C'est peut-être ça qui a plu à mon banquier pour me prêter de l'argent parce que non seulement l'investissement que je faisais était rentable, générait du cash flow, mais en plus, j'étais en bonne santé financière parce que je ne dépensais pas plus que je gagnais, tout simplement. Donc, voilà, donc c'était une certitude que l'on m'avait dit, Rodolphe, on ne va jamais te prêter de l'argent parce que tu n'as pas assez de revenus, c'est fait pour les riches, etc., etc. En fait, non, on ne va pas s'intéresser à la personne, on va s'intéresser au projet. Et évidemment, vous avez plein de banquiers. À chaque fois, je dis, si vous avez autour de chez vous, vous avez 4 banques et que dans ces 4 banques, vous avez 5 conseillers bancaires, eh bien, vous avez 4 x 5, 20 avis différents possibles sur votre projet. C'est pour ça que vous avez des personnes, lorsqu'elles ont une mauvaise situation, elles vont enchaîner les rendez-vous et puis il va falloir peut-être leur faire 10, 12, 15 rendez-vous, mais c'est le 15e rendez-vous qui va dire « Oui, monsieur Dupont, malgré votre mauvaise situation en termes de travail, de CDI, etc., eh bien, je vais financer votre projet parce que je crois en votre projet, je crois en la solidité de ce que vous êtes en train de monter, donc je vais vous financer votre projet. Si vous pensez que le crédit immobilier pour un investissement locatif n'est pas réservé qu'aux riches, c'est vraiment là, chers amis, le moment de liker cette vidéo. Et ensuite, la troisième certitude que l'on me disait, ça c'était également mes parents qui m'avaient dit ça, mais également d'autres membres de ma famille et aussi les parents de certains amis qui avaient fait ça. Ils m'ont dit de toute façon Rodolphe, même si tu dégages de l'excédent, c'est les impôts qui vont te prendre le peu que tu vas gagner. C'était une fois de plus des personnes qui n'avaient pas compris la fiscalité ou en tout cas qui n'avaient pas une fiscalité du tout optimisée.
Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un expert comptable qui m'a tout expliqué sur le LMNP, le régime micro, le régime réel, que ce soit micro foncier, réel foncier, micro BIC, qui m'a expliqué le système de l'amortissement, qui m'a expliqué les systèmes de SCIR, le système de SAS, de SCIS, de SASIS, de SARL de famille, et qui m'a fait comprendre que, en fait, Rodolphe, si tu maîtrises la fiscalité, eh bien, elle ne te maîtrisera pas. Et une fiscalité bien utilisée, tu peux vraiment t'en faire un allié. Il m'a expliqué à cette époque-là, le Pinel allait à tout va. Il m'a dit, tu vois, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui achètent du Pinel. Et lorsqu'ils font du Pinel, ils ne se rendent pas compte que ce que l'agent commercial qui leur vend l'appartement clé en main leur dit, voilà, monsieur Dupont, vous allez… Alors, je ne m'acharne pas sur les Dupont, hein, c'est juste un exemple, c'est un petit peu mon avatar du client type. Et je m'en veux un petit peu parce que j'ai une personne dans mon programme de formation qui s'appelle Dupont. Et si tu me regardes, je suis vraiment désolé, c'est pas un acharnement contre toi. C'est parce que monsieur Dupont, c'est un petit peu monsieur tout le monde. Mais vraiment, le prend pas mal. Hein. Voilà, c'est juste, mais je sais que tu m'en veux pas. Il lui avait dit, voilà, monsieur Dupont, avec le Pinel que je vais vous vendre, eh bien, vous allez économiser 3 000 € d'impôts par an pendant 10 ans. Donc, au bout de 10 ans, vous n'aurez pas payé au fisc 30 000 € d'impôts. Excusez-moi, mais ça sert à quoi de payer en moins 30 000 € d'impôts au fisc si c'est pour acheter 50, 60, 70 000 € plus cher un appartement? Donc aujourd'hui, en 2020, il y a une vague d'appartements qui arrive à la vente. Ce sont toutes les personnes qui sont très déçues du Pinel parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, il y a eu des loyers plafonnés. Il y a eu certes des rabais d'impôts, mais aujourd'hui, dans 95% des cas, je dis bien 95% des cas parce qu'il y en a quand même 5% des cas qui s'en tirent bien, et bien dans 95% des cas, les gens vendent leur appartement en fonction de la durée du dispositif fiscal dont ils ont opté au tout début. Donc voilà, si vous voulez maîtriser la fiscalité, vous devez l'apprendre, vous devez soit vous former, vous devez soit regarder plein de vidéos, vous devez soit acheter des livres qui vont vous l'expliquer. Je vous garantis une chose, c'est que la fiscalité, c'est quelque chose qui doit être impérativement maîtrisé. Ça n'est pas quelque chose de drôle, mais si vous ne la maîtrisez pas, eh bien, votre projet est peut-être tout simplement voué à sa perte. D'accord? Donc, une fois de plus, l'immobilier est un business et vous devez apprendre à le gérer comme tel. Téléchargez ce tableau, je vous en ai parlé dans plein de vidéos, mais ce tableau, en fonction de comment vous allez louer l'appartement, en fonction de comment vous allez le déclarer, vous allez savoir combien d'impôts vous allez payer, vous allez savoir quel va être l'excédent que vous allez avoir mois par mois en fonction de la fiscalité choisie, en fonction du mode d'exploitation, en fonction de la durée d'emprunt. Bref, ce tableau va absolument tout vous dire. N'hésitez donc pas à l'utiliser vraiment et à l'utiliser encore et encore parce qu'il va beaucoup vous aider. Chers amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi quand même en commentaire quelles sont vous-même les certitudes qui vous empêchent d'avancer et je vous promets que je ferai une vidéo complémentaire sur le sujet si bien sûr celle-ci vous a plu. Donc je le répète, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Surtout n'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!